Les voix du livre, le podcast de Livre Hebdo. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. On est très heureux à Livre Hebdo d'organiser ce webinaire spécial rentrée littéraire en compagnie pour cette première table ronde d'Alice Dandigné. Bonjour Alice. Bonjour Lorraine. Éditrice du domaine français chez Robert Laffont. Céline Toulouse. Bonjour. Bonjour. Directrice fondatrice des éditions Récamier. Et Jean-François Dauven. Bonjour. Bonjour, directeur du domaine français chez Fayard. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et j'ai le plaisir de réaliser chaque mois Les Voix du Livre, le podcast de Livre Hebdo. Et vous pouvez retrouver ce webinaire sous la forme d'un podcast hors série Les Voix du Livre, sur toutes les plateformes d'écoute ou sur YouTube sous forme de replay. On va passer environ 1 heure ensemble pour cette première table ronde. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en transmettrai un maximum. Je vais les recevoir ici. C'est pour ça que je serai attentive à ce téléphone. On commence par un premier tour de table avec une question qui nous est envoyée par une internaute qui s'appelle Camille Marceau. En quoi cette rentrée littéraire est-elle différente des précédentes ? Cette rentrée littéraire est différente d'abord parce que les auteurs sont nouveaux. Et je pense qu'on ne vivrait pas sans les auteurs et les autrices que nous avons la joie de publier, qui par définition sont nouveaux ou sont des rendez-vous récurrents. Et puis je pense que au moins la seconde raison qui me vient immédiatement, c'est aussi le contexte. Parce que même si un livre est une échappée, il est une échappée de la réalité. L'année dernière a été marquée par le 7 octobre et le début de la guerre en Israël et à Gaza. Cette année, on ne peut pas ne pas penser aux élections américaines qui auront forcément une influence plus ou moins réelle sur notre monde. Céline ? Oui, c'est vrai que les auteurs sont nouveaux, mais en réalité, toutes les rentrées sont différentes. Parce que même quand on a des rendez-vous avec des auteurs qui sortent leurs livres traditionnellement en rentrée littéraire, leurs ouvrages ne sont jamais les mêmes par définition. Donc à chaque fois, on part dans des univers différents. Toutes les rentrées sont différentes. Et nous, en ce qui nous concerne chez Récamier, c'est notre deuxième rentrée, donc autant dire que c'est quasiment la première. Donc voilà, ça change aussi. Bon, en ce qui me concerne, je vais rebondir sur les deux interventions précédentes. Effectivement, c'est sans doute une énorme banalité, mais il n'y a pas de rentrée pareille, de toute façon, par définition. Les textes sont nouveaux, les auteurs sont nouveaux. Là, j'ai des premiers romans, donc la nouveauté est là. Et puis, pour rejoindre ce que disait Alice, je pense que ça fait quand même déjà un certain nombre d'années maintenant que il me semble que la littérature est rattrapée par des thématiques sociales, sociétales, politiques, économiques. C'est un mouvement de fond que j'ai l'impression de constater. Dans les rentrées littéraires, aussi bien celle de septembre que celle de janvier, le grand retour du monde dans la fiction. Merci. Alors Alice Dandigné, éditrice du domaine français chez Robert Laffont, vous nous présentez votre rentrée littéraire française et étrangère. On commence avec un livre d'une autrice qui ne nous est pas inconnue. J'imagine que vous parlez de Clémence Boulouc. Absolument. Voilà, Clémence Boulouc, que j'ai la joie et la fierté de vous présenter aujourd'hui, qui avait eu un très vif succès à la fois littéraire et commercial il y a quelques années pour un livre qui s'appelait Mort d'un silence. Elle est la fille du juge Boulouc qui a été poussé au suicide dans une affaire où l'avait impliqué Mitterrand. Mais Clémence Boulouc a poursuivi ses publications, n'a pas écrit qu'un livre. C'est une jeune femme assez exceptionnelle qui est partie enseigner à Columbia aux États-Unis, où elle vit depuis une quinzaine d'années. Et elle a écrit un livre qui correspond à son goût le plus intime. Elle a une passion pour Zweig, Stefan Zweig, et elle raconte dans un livre que moi je trouve aussi émouvant que captivant et intéressant, qui s'appelle Le sentiment des crépuscules. Elle raconte l'histoire véridique qui a eu lieu à Londres en juillet 1938, alors que l'Anschluss a eu lieu, que donc les nazis ont envahi l'Autriche. Zweig est en partance pour les États-Unis s'arrête à Londres. Il retrouve Freud qui est très malade,
très vieux, très désespéré d'avoir quitté une Vienne dont il sait qu'il ne la retrouvera pas. Et puis, il y a un troisième larron qui arrive et qui, lui, est assez indifférent à l'ordre, ou plutôt au désordre du monde, qui est Salvador Dali. Salvador Dali ne pense qu'à sa carrière artistique et veut absolument recevoir la bénédiction, si je puis me permettre, de Freud. Et c'est Zweig qui fait l'intermédiaire. Et vous avez 3 générations de géants qui se retrouvent. Bon, je ne vous dirai pas comment ça se passe. Ça ne se passe pas de manière latérale. Et c'est un roman très atmosphérique où on retrouve la vie de chacun de ces hommes, puisqu'ils sont à des moments différents de leur existence. Et on pourrait dire que Zweig et Freud sont un peu dans le monde d'hier, pendant que Dali est dans le monde de demain. Vous pouvez continuer votre rentrée. Donc, on peut parler maintenant de Camille Pascal, je pense. Oui, Camille Pascal, vous le connaissez sans doute pour ses romans historiques. Le premier, L'été des 4 rois, avait reçu le Grand Prix de l'Académie française il y a quelques années. C'est un romancier qui a une capacité à construire des grandes narrations qui est très impressionnante. Mais là, avec ce sujet, moi, je trouve qu'il a cassé la baraque. Il a cassé la baraque parce qu'il nous raconte l'histoire du collier de la reine. Je ne parle pas du collier de la reine des 3 mousquetaires que nous avons tous vu au cinéma l'année dernière, mais de celui de Marie-Antoinette, laquelle a été escroquée par une jeune femme. Et c'est... si je puis dire, c'est vraiment le cœur du livre, la rencontre de ces 2 femmes. Marie-Antoinette qui a tout, qui est une reine apparemment glorieuse, et de l'autre côté, en face, une jeune femme qui s'appelle Jeanne de Valois, qui n'a plus rien et qui aimerait retrouver un peu le lustre et la vie riche et glorieuse de la cour. Et Jeanne va inventer, mais avec une audace que moi je trouve proprement démente, tout ça étant absolument véridique, elle va inventer une escroquerie où elle utilise un certain cardinal de Rohan qui lui a énormément d'argent, mais qui est boudé par Marie-Antoinette et qui espère de ce fait retourner à la cour. C'est lui qui va payer le collier. Elle est censée le remettre à Marie-Antoinette. En fait, elle le pique, elle le démonte et elle vend les pièces à travers toute l'Europe. Et pour cela, elle monte tout un truc qui est assez extraordinaire et qui vous plonge presque dans le thriller. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on est en 1787 et c'est pas du tout indifférent. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous voyez la vraie bascule de 1789. Et c'est là où on voit la société française, le monde politique, qui progressivement va se retourner contre Marie-Antoinette et provoquer la Révolution française. Et je trouve que cet épisode qui est très très romanesque, parce que vous vous dites mais comment est-ce possible ? Alors que c'est véridique, tout a été consigné et Camille Pascal a retrouvé les archives du lieutenant général de police, un certain Lenoir, qui est un peu l'équivalent de Darmanin aujourd'hui, et qui avait noté jour après jour tout ce qui s'est passé. Ces archives dorment à Orléans et ça lui a donné sa trame d'un point de vue de flic, mais il a pu vérifier la véracité de chaque événement. Et c'est génial. Enfin, c'est très, très, très amusant. Et le livre s'appelle « La reine du labyrinthe » et vous verrez qu'on peut entendre ce titre de multiples manières. 2 romans sur notre monde d'hier, comme vous disiez, mais qui éclairent notre actualité et le monde de demain. Le sentiment des crépuscules de Clémence Boulouc, La reine du labyrinthe de Camille Pascal.
Vous nous parlez maintenant d'une lettre. Oui, je vous parle pour le coup d'un monde beaucoup plus proche de nous, qui est Alain Mabankou. Alain Mabankou, vous le connaissez sûrement. Il a écrit un livre qui s'appelle « Cette femme qui nous regarde ». Cette femme qui nous regarde, c'est Angela Davis. Et Alain Mabankou vit depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, à Los Angeles, où il est professeur. Et Angela Davis, vous la connaissez ou pas, c'est une icône aux États-Unis de la cause noire et féministe. C'est une femme très impressionnante avec un combat politique assez exceptionnel. Et en fait, lui, à la fois par son enfance au Congo, le Congo à l'époque qui venait de s'affranchir de la colonisation, mais qui était une dictature, et puis ensuite par son parcours lui-même, son rapport à la politique, à la question noire, ce dialogue avec elle. Et aujourd'hui, à la veille des élections américaines, c'est quand même très intéressant de savoir où on en est de ces questions. Cette femme qui nous regarde, lettre à Angela Davis d'Alain Mabankou. Un premier roman ? Oui, un premier roman, parce qu'on aime toujours découvrir de nouvelles voix. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Arthur Deras. Vous savez, à mon poste qui n'est pas exceptionnel, je reçois 1 à 2 manuscrits par jour. En général avec des grandes tartines, avec en plus une recommandation, ce qui fait que vous devez répondre non au candidat si ça vous plaît pas, et en plus justifier pourquoi. Bref, et ce jeune homme qui s'appelle Arthur Deras m'a envoyé un mail de 2 lignes, et dans ces 2 lignes, il y en avait une qui disait: c'est l'histoire d'un amour et d'un désamour, thème qui n'a jamais été abordé en littérature. Alors moi, ça m'a fait rire, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert son livre. Et en réalité, il était modeste, il ne s'est pas vanté parce qu'il a énormément fait pour ses 28 ans. Il travaille à Beaubourg et il est rédacteur à L'Œil de la photographie. Et il a écrit une histoire qui réunit 2 étudiants, un certain Victor, étudiant en architecture, et une certaine Fleur qui veut devenir institutrice, avec la vie étudiante joyeuse, nocturne, et qui peut malheureusement aussi dériver et toucher à une certaine violence. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, outre qu'il écrit magnifiquement et que c'est très bien mené, c'est que c'est un jeune homme qui aborde ce sujet. Et malheureusement, sur la question de la violence amoureuse, on a souvent des femmes. Et moi, je trouve aussi bien d'entendre un jeune homme concerné par le sujet. Et il en parle de manière très mûre et très, 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 très forte. Il avait raison de promettre de l'inédit. Que brûle la nuit, premier roman d'Arthur Deras. Un roman très attendu. Oui, Caril Ferret, vous le connaissez sans doute. Le dernier livre qu'il a publié, qui s'appelle Okavango, en est à plus de 50 000 exemplaires, je crois. Et Caril Ferret est spécialiste dans des histoires qui se passent à l'autre bout du monde, en général, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et là, il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse parce qu'un beau matin du confinement, il entend sur France Culture, aux informations, qu'une jeune femme, une certaine Magali, a été assassinée. Et il entend ça de manière distraite. Et puis là, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête ? Parce que le crime a eu lieu dans un tout petit village, Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine, et c'est le village de son enfance. Et a priori, il se passe jamais rien dans son village de son enfance. Et là, il s'est passé quelque chose de tragique. Et il veut essayer de comprendre pourquoi. Du coup, plutôt que d'aller à l'autre bout du monde pour inventer une histoire, et ben là, il décide de retourner chez lui, de faire ce chemin, d'aller voir qui est encore là, qui est prêt à lui parler, comment le village vit, qu'est-ce qui a changé. Et c'est une exploration de la France par quelque chose d'assez personnel, là où a priori on se contenterait du fait divers. Et ben ça prend une dimension tout autre. Et puis en plus, Caril Ferret, il a une verve assez très à lui, très particulière, qui est particulièrement riche dans une exploration comme celle-là.
Magali de Caril Ferret. On termine en musique. Alors, on termine en musique avec le petit jeune de l'année. Le petit jeune de l'année que j'aime beaucoup et que je connais depuis un moment et que je suis heureuse de défendre. Il s'agit d'Éric Orsena. Alors, Éric Orsena, on pourra dire qu'il publie beaucoup, c'est pas faux, et qu'il est très curieux, c'est très vrai. Mais il a des vraies constances, et il a 2 constances au moins, qui est d'une part sa préoccupation de l'eau, et d'autre part sa passion pour la musique. Il est d'ailleurs associé aux Arts Florissants, qui est ce grand orchestre de baroque dirigé par William Christie depuis des années. Et il a inventé un roman qui se passe à Venise, à peu près aujourd'hui. Un grand paquebot menace de rentrer dans la ville et de la détruire. Et l'eau monte et abîme progressivement les palais. Et la nature se révolte et la nature arrête le temps. Elle dit « il y en a marre de la folie des hommes » et plonge la ville dans une espèce de nuit sans fin. On est arrêté à 2 heures du matin. Et le temps redémarrera si les hommes acceptent de revoir leur manière de faire. Et puisque la barrière du temps est abolie, eh bien, la séparation entre les vivants et les morts n'a plus de sens. Et donc, qui revient les aider ? Un certain Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, qui est l'enfant de Venise, et qui propose, pour réconcilier la nature représentée par l'eau, l'air, la terre et le feu. Vous verrez de quelle manière à Venise, c'est assez magnifique. Et donc Antonio Vivaldi veut écrire un opéra qui sera la 5e saison. Ça s'appelle, le livre d'Éric s'appelle La 5e saison, un roman vénitien, parce que c'est donc Vivaldi qui progressivement prend la parole. Et du coup, vous vous promenez dans Venise, ce faisant, de manière très joyeuse, riche, étonnante, personnelle, et toujours sous la préoccupation de la question de l'eau. Et le final, par rapport à la montée des eaux, est génial. Voilà. La 5e saison du Petit Jeunot de l'Académie française, Éric Orsena. Quelques mots sur votre rentrée étrangère. La littérature étrangère chez Robert Laffont est très importante et un catalogue magnifique. C'est ma collègue Claire Docero qui s'en occupe. Claire est en partie voir des libraires à Rennes ce matin. Je la représente modestement. Et Claire a choisi 2 livres très différents et assez passionnants l'un et l'autre. Je commence par Julia, peut-être, si ça vous va. Julia, qui est un roman qui a été écrit par une romancière anglaise qui s'appelle Sandra Newman. Julia, c'est un personnage que peut-être tout au fond de votre mémoire, vous avez déjà croisé. Parce que elle est le seul personnage féminin de 84 de Orwell. Julia est donc avec Winston, un personnage qui est beaucoup plus en retrait. Winston est beaucoup plus en avant. Et Sandra Newman a décidé de donner toute sa place à ce personnage féminin et à revoir du coup l'histoire de 84 avec ce regard. Moi, je trouve ça assez génial parce que ça vous ouvre une grille de lecture très nouvelle. Et il faut savoir 2 choses importantes. D'abord, l'estate de Orwell a lu le manuscrit une fois qu'il était achevé et a considéré qu'il était assez sérieux pour donner son accord. Le livre sort du coup dans 25 pays, je crois. Et pour ce qui est de la traduction française, parce que ça, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous au premier plan, il y a eu plusieurs traductions de 84. Et donc, la traductrice a travaillé un peu en fonction. Il y a beaucoup de questions qui se posent quand on traduit un livre qui est un grand classique comme celui-là. Je voyais, nous sommes accueillis par la librairie ici, que je remercie, à la caisse pour repayer. J'ai vu qu'il y avait un livre de Orwell. Orwell, c'est quand même quelqu'un d'incontournable. Et avoir cette nouvelle lecture, je la trouve très riche aujourd'hui. Voilà. Et enfin, une romancière chilienne, Alia Trabuco Serran, qui a écrit un livre
vous embarquez dans une atmosphère, mais alors, assez stupéfiante. Ça s'appelle Propre en français, parce que le titre espagnol d'origine, c'est Limpia. Et donc, et Limpia, propre, c'est ce que doit être de manière impérieuse et en même temps tragique la nourrice qui raconte le livre. Et cette nourrice doit s'occuper d'une enfant. Et je ne divulgue rien en disant qu'à la première page, on apprend que l'enfant en question est morte. Pourquoi ? Et elle raconte cette ambiance dans une famille bourgeoise où son rôle de nounou est, je crois, plus modeste que la vie du chien, tellement elle est contenue dans son rôle d'esclave. Et vous avez une espèce d'atmosphère dans cette famille un peu folle. Et ce que je trouve très brillant, c'est la traduction d'Anne Plantagenet, qui est une très grande traductrice de l'espagnol, qui a traduit Maria Enriquez, par exemple, et qui nous fait découvrir cette voix qui est chilienne, mais qui est traduite aussi dans de nombreux pays à travers le monde. Propre, Alia Trabuco Serran et Julia de Sandra Newman. C'est la rentrée étrangère de Robert Laffont. Merci Alice Dandinier. Merci Lorraine. Céline Toulouse, vous êtes fondatrice des éditions Récamier. Vous le disiez, c'est votre deuxième rentrée littéraire d'été ou d'automne, on le voit comme on veut. Et je crois que vous faites résonner des voix de femmes. Oui, tout à fait. Alors, notre toute première rentrée d'automne l'année dernière était exclusivement masculine. On avait publié Jean-Marie Quéméner et Oscar Lalo. La rentrée de janvier, tout autant masculine. Bon, c'est pas du tout volontaire, voilà. On avait publié Régis Geoffrey et Xavier Maribonneau. Et là, il se trouve qu'on a 3 auteurs femmes résistantes, et 2 d'entre elles, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, invitent le monde dans leur roman et dans leur littérature. Donc, on commence peut-être avec Oser sortir et crier de Fabienne Perrineau. Donc, Oser sortir et crier, en fait, c'est une phrase une citation qui est empruntée à Marguerite Duras dans un texte qui s'appelle Écrire. Fabienne est une comédienne et finalement une jeune romancière. Oser sortir et crier est son 3e roman. Elle raconte ici une histoire qui l'a portée pendant toute sa jeunesse et qu'elle avait besoin d'écrire sous la forme d'un roman. C'est sa rencontre avec Duras lorsqu'elle était toute jeune et qui, d'une certaine manière, l'a lancée dans sa vie de comédienne. Donc c'est un roman, mais très fortement inspiré de sa vie, où elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit à Toulouse et qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir 18 ans, de pouvoir s'émanciper de sa famille, de pouvoir vivre sa vie de comédienne, faire une grande école de théâtre et se délester d'un lourd secret, d'un poids qui lui pèse depuis qu'elle a 10 ans. Et donc, elle commence par aller voir sa meilleure amie et aller lui raconter ce qui s'est passé lorsqu'elle avait 10 ans. Et en fait, on est au début des années 80. Donc, sa copine, à l'époque, ne lui dit pas « Viens, je t'emmène au commissariat, viens, on prend rendez-vous avec un psychiatre ». Elle lui dit « Tu devrais lire un livre de Marguerite Duras ». Alors, on peut se le dire encore aujourd'hui, parce que effectivement, dans ce roman, il est question de l'art, de la musique, de la littérature. Est-ce que ça peut sauver une vie ? Est-ce que dans une vie, on peut être sauvé par des œuvres d'art ? Moi, je pense que oui. Mais en tout état de cause, cette amie lui fait lire une pièce de Duras qui est Agatha. Et la jeune narratrice lit cet ouvrage et effectivement, elle est complètement subjuguée. Commence un grand périple dans lequel elle va se mettre à dévorer tout Duras et puis elle va rentrer à l'école de théâtre. Et son professeur de théâtre, assez rapidement, va lui demander de travailler sur Duras, va lui demander de travailler sur Agatha et va lui présenter Marguerite Duras. Donc là, la réalité rejoint la fiction rejoint la réalité. Fabienne Perrineau, au tout début des années 80, a monté la pièce Agatha, donc qui était une pièce que Duras avait toujours refusé de donner aux metteurs en scène, aux comédiens. Elle disait que
on ne pouvait pas jouer Agatha tous les soirs, que ce texte était beaucoup trop fragile et qu'il ne pouvait pas être représenté tous les soirs sur scène. Et Fabienne, du haut de ses 18 ballets, avec la cinquantaine d'années qui la sépare à l'époque de Duras, qui a déjà quasiment tout fait, tout écrit, arrive à la convaincre de monter Agatha en lui disant « Mais Agatha, c'est moi, quel que soit mon âge, quel que soit ce que je suis, ce que je fais, je serai toujours Agatha. » Donc c'est un livre sur le théâtre, c'est un livre sur le secret de cette jeune fille dont on comprend qu'il est lié à un inceste. Il y a quelque chose de l'ordre du documentaire finalement, puisque on découvre tout un tas de choses qu'on ignorait complètement sur Duras et sur cette pièce Agatha. Il existe d'ailleurs des vidéos d'archives qui sont bouleversantes et absolument bluffantes, où l'on entend et où l'on voit Duras parler de Fabienne et de ces deux jeunes gens, puisqu'ils sont deux sur scène qui vont jouer au Théâtre Tressaillon en tout début des années 80. Agatha, donc au départ, elle va jouer cette pièce avec Vincent Garanger et plus tard avec Samuel Labarthe. Donc c'est un vrai roman, mais qui a aussi cette vertu-là de dire, de révéler des choses qu'on ignore totalement sur Duras, sur l'histoire de cette pièce, et qui ne se retrouvent nulle part en réalité. Oser sortir et crier de Fabienne Perrineau. On change de décor. Oui. Alice rappelait tout à l'heure que l'année s'était ouverte avec la guerre en Ukraine, et c'est le sujet de cet autre roman que vous nous présentez. Oui, elle s'est réouverte sur la guerre en Ukraine, qui ne nous quitte plus depuis un peu plus de 2 ans. Stéphanie Pérez est l'auteur qui va nous parler d'Ukraine en cette rentrée. Stéphanie, moi j'avais eu le bonheur de la défendre l'année dernière pour son premier roman qui s'appelait Le Gardien de Téhéran, qui a vraiment fait parler de lui et continue à vivre une très très belle vie, notre petit gardien de Téhéran. Stéphanie, elle est grand reporter pour France Télévisions. Elle parcourt le monde depuis plus de 20 ans et elle travaille essentiellement pour les journaux. Donc elle part sur le terrain, elle part à la guerre et puis elle livre des reportages qui vont faire 2, 3, 4, 5 minutes. Alors évidemment, elle nous donne à voir le monde, mais elle fait partie de ces grands reporters et de ces journalistes qui, à un moment donné, ont eu besoin de passer par un autre support, par la littérature, pour en dire un peu plus. Et moi, je trouve ça passionnant quand ces gens-là, qui ont vu ce que nous, on ne verra jamais et qui nous le rapportent tous les jours à la radio, à la télévision, par voie de presse, viennent nous mettre un peu de chair, d'humain, et nous raconter ce qu'ils ont vu. Et Stéphanie fait partie de ces gens-là. Donc, elle a eu plusieurs missions en Iran. C'est pour ça qu'elle a écrit Le Gardien de Téhéran. Elle avait rencontré ce gardien de musée qui a sauvé des œuvres d'art dites licencieuses à la chute du Shah et au moment de l'arrivée des mollahs en Iran. Des œuvres qui sont toujours cachées dans les sous-sols du musée de Téhéran. Donc ça, c'était une histoire passionnante. Et puis, dès février 22, en fait, elle a commencé à couvrir la guerre d'Ukraine. Et elle passe aujourd'hui la moitié de son temps en Ukraine, et l'autre moitié en France. Et donc, autant dire qu'évidemment, elle connaît tout le conflit par cœur, elle connaît les militaires, elle connaît les civils, elle connaît l'ambiance des sous-sols, elle connaît les alertes à la bombe, enfin voilà. Elle a plein de choses à raconter et une fois de plus, elle a décidé de le faire de manière ultra romanesque par le prisme du ballet de Kiev. Alors, elle met en scène en fait 2 personnages qui sont des danseurs étoiles, donc déjà des personnages de romans à part entière. Le roman s'ouvre sur la veille du déclenchement de la guerre. Ils dansent leur dernière danse sur la scène de l'opéra et dès la nuit, le lendemain matin, les bombardements commencent. Leur vie est anéantie,
comme la vie de toutes les populations ukrainiennes, comme le serait notre vie si la guerre se déclenchait demain à Paris, puisque Kiev, c'est à 3 heures de vol de Paris, hein, c'est vraiment une population ultra moderne qui tout d'un coup a vu débarquer la guerre et l'horreur de la guerre dans sa vie. Et donc ces deux étoiles qui ont toujours vécu dans le culte de leur corps, dans l'entraînement intensif, dans l'art, se retrouvent confrontées au pire de la guerre, à la fureur, au bruit, à la trahison, au corps qui s'abîme, qu'on ne peut plus entraîner, qu'on ne peut plus entretenir, au corps parfois amputé et à la mort. Et lui, dès le début de la guerre, va s'engager militairement, puis il va aller au front assez rapidement, alors qu'elle va devenir aide-soignante. Et puis très rapidement, en fait, le ballet va rouvrir. Et ça, on le sait, c'est vrai. Le ballet de Kiev est venu à Paris, c'était, je crois, en décembre 22, quelques mois après le début de la guerre. La question s'est posée, est-ce qu'on doit remonter sur scène? Est-ce qu'on doit danser? Est-ce que ça a un sens? Et très rapidement, la réponse a été oui, bien sûr qu'on doit remonter sur scène, bien sûr qu'on doit danser, bien sûr que la résistance passe aussi à travers l'art, la musique, la danse, etc. Donc c'est vraiment aussi un texte sur qu'est-ce que c'est que résister, c'est aussi continuer à danser. Donc voilà, c'est un très beau roman, c'est romanesque. Ça dit plein de choses de ce conflit qui nous préoccupe au quotidien. Et puis avec un point de vue très original qui est celui de la danse. La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Encore une autre résistante qui nous parle de la guerre aussi. Alors Nour Maloé est une auteure que vous ne connaissez probablement pas. Elle a le visage de la discrète dans notre rentrée littéraire et pourtant, elle aussi, elle invite le monde et elle est très courageuse et forte. Nour Maloé, elle a déjà publié 2 romans dans une maison d'édition dite de région, régionaliste. Pour autant, pour son 2e roman, elle a eu de jolis prix littéraires et notamment le prix de la LICRA. Et nous avons reçu son texte, pareil, comme tu l'évoquais tout à l'heure, alors avant on a reçu ce manuscrit par la poste, ça n'existe plus, maintenant c'est par mail ou par voie de plateforme de manuscrits. Et on a tout de suite été saisis par la beauté de sa langue, la poésie de sa langue et sur la force que dégageait son texte. Nour Maloé vit dans la région de Toulouse, elle est infirmière et en fait quand elle n'écrit pas, parce qu'elle passe la majeure partie de son temps à écrire, elle est infirmière dans une équipe mobile qui va à la rencontre des gens en grande précarité, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas la patientèle, elle va enquêter sur le terrain pour pouvoir aider les gens. Donc je vous dis ça parce que Nour est une femme qui a développé une empathie incroyable. Et c'est ce qu'elle fait dans ce roman, puisque en fait, ce roman-là lui a été inspiré par ce qui s'est passé, vous vous en souvenez tous, à l'été 21, quand les troupes américaines quittent l'Afghanistan et qu'on comprend très 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 vite que les talibans sont en train de reprendre possession du pays et avancent progressivement vers Kaboul. Et ça s'est passé très vite, quelques semaines, le temps d'un été. Ça a été implacable, inéluctable. Et Nour s'imagine dans la peau d'une femme, là-bas. Et elle imagine un personnage absolument magnifique qui est chirurgienne, qui est musulmane, qui est mère de famille, qui a 3 enfants adolescents, qui a 50 ans, donc qui a déjà connu les talibans et qui sait ce que c'est. Et même si ils reviennent en disant « mais non, on a changé, tout va beaucoup mieux se passer et pour vous aussi, mesdames ». Bon, on sait très bien on savait très bien ce qui allait se passer et ce qui s'est passé. Et donc nous raconte ces quelques semaines-là comme un huis clos dans la vie de cette femme qui progressivement, vraiment, au fur et à mesure que les talibans arrivent sur Kaboul, voit ce voile, sans mauvais jeu de mots, d'obscurité et d'obscurantisme se réabattre sur la ville et sur le pays, voit les conditions des femmes se dégrader, les burqas se repositionner, les magasins se faire, les devantures de magasins repeintes, la musique s'arrêter. Et elle est face à des choix ou à des non-choix, je ne sais pas. Faut-il partir? Peut-on partir?
où partir. On se souvient de tous ces gens qui ont essayé de fuir. C'était assez terrible, toutes ces images-là. Et pourquoi partir, voilà. Et comment continuer son travail lorsqu'on est chirurgienne, mais qu'avant tout, on est une femme et que donc, voilà, on ne compte pas. Le printemps reviendra de Nour Malaouet. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. C'était donc la rentrée littéraire de Récamier, la 2e. On continue avec vous, Jean-François Dauven. Vous êtes directeur du domaine français chez Fayard et vous nous présentez les romans français et étrangers. On commence avec une autrice française qu'on est nombreux et nombreuses à attendre, en tout cas les plus de 20 ans. On commence avec la star de notre rentrée. Je vous rassure, les 2 autres auteurs ne le prendront pas mal, puisqu'il s'agit d'autrices de premier roman, donc elles ne peuvent pas encore être stars. Même si, bien sûr, on va s'employer à ce qu'elles le deviennent. La star, eh bien, c'est Faiza Guène. Alors, s'il y a des gens très jeunes dans l'assistance ou éventuellement des amnésiques, je vais rappeler qu'en 2004, Faiza a fait une entrée absolument fracassante en littérature, avec un livre qui s'appelait Kiff Kiff Demain, qui a fait un succès mondial au sens strict du terme, puisqu'il y a eu 26 traductions, voilà. Et eh bien, ce fait que Faiza est pris d'une sorte de syndrome Alexandre Dumas, on parlait des 3 mousquetaires tout à l'heure, et elle nous fait son 20 ans après. Elle revient avec le personnage de Doria, qui était donc l'héroïne de Kiff Kiff Demain, dans ce livre qui s'appelle Kiff Kiff Hier, point d'interrogation. Le point d'interrogation est très important, puisque la question que pose ce livre, c'est: est-ce que Doria avait 15 ans dans Kiff Kiff Demain? Est-ce que 20 ans plus tard, à 35 ans, est-ce que c'est déjà le temps d'être nostalgique? Est-ce que c'est déjà le moment de se retourner? Voilà. 20 ans, c'est quand même suffisant pour faire un point d'étape. Donc Doria fait un point d'étape sur sa vie personnelle, divorce, mariage, maternité, enfin toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Elle fait aussi un point d'étape sur la manière dont le monde a évolué et dont la France en particulier a évolué. Et pour dire les choses assez simplement, comment on est passé de Zizou président à la suite de la mémorable victoire de l'équipe de France qui avait été qualifiée de Black Blamber à une situation qui s'est pas vraiment améliorée, pour ne pas dire passablement dégradée dans les relations que nous entretenons tous. Voilà, donc des sujets qui sont somme toute parfois assez graves, des questions de société qui sont abordées de manière, qui posent des questions plutôt graves, comme je le disais, mais tout ça en rigolant à chaque page, puisque ça c'est la touche de Faiza. Je ne sais pas comment elle a fait, vu effectivement la manière dont la situation s'est dégradée, mais elle n'a absolument rien perdu de son humour, rien perdu de son acuité, rien perdu de son sens extraordinaire de l'observation des micro-détails qui font que les choses restent malgré tout cocasses. Et donc, on rigole tout en abordant ces sujets de société qui nous préoccupent, on peut le dire. Donc, Faiza Guène, Kiff Kiff Hier, point d'interrogation. Un premier roman, Anaël Jonah? Un premier roman. Alors moi, je ne compte pas ceux que je reçois dans ma boîte, parce que sinon, non, je ne compte plus, sinon je serais désespéré. D'autant que, bon, Alice parlait de répondre et d'expliquer pourquoi on dit non. Bah, ça, c'est pas toujours facile. Hein, il faut trouver le temps. Celui-là, je me suis arrêté à son titre, tout simplement. Danse avec tes chaînes. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai appris à cette occasion qu'il s'agissait d'une phrase de Nietzsche qui dit « La liberté consiste à danser avec ses chaînes ». J'ai commencé la lecture et j'ai pas pu m'arrêter. C'est un livre qui s'appuie sur un fait historique. Dans les années 60 et 70, des départements français ont été sujets à l'exode rural, la dénatalité, et donc étaient dépeuplés. Alors que dans le même temps, à La Réunion, il y avait quelques problèmes de surpopulation et beaucoup d'agitation politique, un parti communiste qui était très actif. Et donc, il y a des autorités qui ont arbitrairement décidé qu'on allait prendre des enfants
à La Réunion et les placer dans ces départements dépeuplés de la France métropolitaine. Ces enfants n'ont pas été enlevés, ces enfants n'ont pas non plus été achetés, ils ont été pris à leur famille, ce ne sont pas des orphelins, ils ont été pris à leur famille, sous prétexte de leur faire accéder à de meilleures conditions de vie, notamment de meilleures conditions d'enseignement, etc., puisque l'infrastructure scolaire à La Réunion n'était pas aussi performante que l'infrastructure scolaire métropolitaine. Sauf que ces gamins, ces gamines se sont retrouvés dans des fermes à soigner les animaux, à faire le ménage, à mettre la table, à faire la vaisselle. Enfin, voilà. Donc on était à la limite d'une forme d'esclavage. Et donc l'autrice s'est emparée de ce fait historique et elle s'attache à suivre une fratrie qui va subir ce destin. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la littérature. C'est le point de rencontre, le point de contact entre la grande histoire, des décisions qui sont prises à des niveaux politiques sur lesquels on peut difficilement intervenir, et le destin personnel. Et comment on va réussir, malgré tout, sur des bases comme celles-là, qui sont quand même un petit peu bancales, à s'inventer une vie, à s'inventer un destin. Et vous verrez qu'on suit cette fratrie qui va en plus malheureusement être séparée. Et il y en a, le frère que ses sœurs à un certain moment perdent de vue va complètement se réinventer en poète et devenir un des poètes emblématiques de l'île de la Réunion. Voilà, c'est un roman magnifique par une autrice qui est elle-même poétesse, qui publie des poèmes très suivis sur Instagram. Parce que j'ai découvert à cette occasion que Instagram était devenu un haut lieu de la poésie, ce que j'ignorais totalement. Voilà. Sous quel nom elle écrit sur Instagram? Anaëlle Jonah? Parisian Poetry. Parisienne Poétrie, si on veut commencer à découvrir. Voilà. Anaëlle Jonah, Danse avec tes chaînes, un roman à la hauteur de son titre. Absolument. Alors, avis aux personnes qui nous écoutent et qui veulent envoyer leur premier roman par la poste ou plutôt par mail, le titre ou les deux lignes de présentation peuvent être décisives. Ça tient pas grand-chose, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup. Non, mais on est très heureux, bien sûr, de découvrir de nouvelles voix. D'abord, il faut quand même avoir conscience qu'il y a aussi beaucoup de fous. Je suis désolée de le dire, mais malheureusement, bon, voilà. Et puis après, quand on essaie de faire un peu, comme disait Jean-François, notre métier avec honnêteté, on a bien conscience que c'est X mois ou années de travail de la part de quelqu'un. Donc, on ne peut pas l'ignorer et on essaye de dire un mot un peu personnel, mais là aussi, on s'en débarrasse pas en 2 minutes si on réfléchit à quelque chose d'un peu cohérent ou honnête. Bon, c'est peut-être un mot un peu... Voilà. Mais voilà, bon. C'est déjà un acte un peu fou d'écrire un premier roman et de l'envoyer. Il faut être indulgent avec les éditeurs, dont le métier, malgré tout, est de transformer des manuscrits en livres et de publier des livres. C'est vrai que quand là, on est en train de digresser, on est en train de perdre, mais enfin, puisqu'on y est, voilà, c'est sûr que quand un manuscrit nous semble ne pas convenir, on sait bien que l'auteur aimerait bien savoir pourquoi, mais c'est pas toujours possible de prendre le temps de lui expliquer, parce qu'il faut quand même qu'on bosse avec nos auteurs aussi. Il faut voilà. Donc, et vous êtes obligé d'être on implore l'indulgence. Et heureusement, on vous remercie pour ça, parce que les premiers romans sont très attendus à la rentrée littéraire, notamment parce qu'il y a cette sélection, cette exigence d'éditeurs et d'éditrices. Autre premier roman chez vous, Charlotte Desgeorges? Alors, Charlotte Desgeorges, que vous allez découvrir en tant que romancière, que vous connaissez peut-être en tant que comédienne, qui a fait du seul en scène. Là aussi, il y a une temporalité de 20 ans, puisque Charlotte nous emmène dans les années 80, dans la jeunesse dorée des beaux quartiers de l'ouest parisien, bande de jeunes gens bien sous tout rapport, qui passent leurs vacances dans des résidences secondaires autrefois luxueuses, désormais délabrées, mais toujours charmantes, sous la houlette d'un certain Arthur, sorte de voyou magnifique, si tant est qu'on peut être voyou quand on appartient à ce milieu, donc
à la fois aristocratique et grand bourgeois. Ils font les 400 coups. Et puis, 20 ans plus tard, hein, vous allez retrouver Arthur, hein, qui a consommé de la cocaïne à crédit, qui a donc une dette envers son dealer, hein, et qui impacte l'argenterie de sa grand-mère, hein, en pensant solder ses dettes grâce à ça, mais en fait, son argenterie, on n'en veut pas. Et c'est presque une métaphore de ce que cette jeunesse est devenue. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans? Vous le découvrirez en lisant le livre. C'est évidemment un roman du déclassement. C'est un roman de ce que la mondialisation, dont on a beaucoup parlé, sur ses impacts sur la structure socio-économique, sur l'emploi, sur les délocalisations, ce qu'elle a fait aussi à un milieu dont on ne soupçonne pas qu'il puisse être touché par ça aussi, parce que les fortunes se sont déplacées, la manière de faire de l'argent c'est complètement modifié. Et c'est surtout un roman sur une grande question qui, pour moi, hante pas seulement la littérature, d'ailleurs la littérature, mais aussi la philosophie, c'est quelle est la part qu'on doit véritablement à soi-même dans le destin qu'on a et dans ce qu'on est. Attendu qu'on est ici dans un milieu où, dès l'enfance, on sait déjà dans quel caveau on va être enterré quand on sera mort. C'est un milieu aristocratique où il y a des choses comme ça qui ne bougent pas, où il y a où on est quand même très attaché à son passé, très attaché à ses traditions. Et de fait, à 15 ans, on peut savoir où on sera enterré. Et donc, comment est-ce qu'on s'empare de sa vie? Et est-ce qu'il y a moyen de s'en emparer? Est-ce qu'à l'occasion des bouleversements qui affectent le monde, est-ce qu'il y a moyen de prendre la tangente ou pas? Ou est-ce qu'on est toujours rattrapé par une forme de déterminisme social? La réponse est dans le livre. Chien de meute, premier roman de la comédienne Charlotte Desgeorges, un roman social donc. On passe peut-être à votre collection Pauvert. Alors, Pauvert, oui, c'est Pauvert. Alors, marque magnifique que vous connaissez tous. Nous avons un livre sous cette marque à la rentrée. Il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit de mémoires. Mais on s'est dit qu'après tout, la rentrée, elle ne s'appelait pas rentrée romanesque, elle s'appelle rentrée littéraire. Et vous verrez que ce sont des mémoires qui sont vraiment marquées du sceau de la littérature. Il s'agit des mémoires de Jean-Claude Gitroix. Alors Jean-Claude Gitroix, ceux qui aiment le cuir, ceux qui aiment le stretch le connaissent. C'est un grand créateur de mode. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a abandonné son mariage pour vivre non pas avec un garçon, mais avec 2 garçons. Donc il vit en trouble. Qu'il a une vie, on va dire, sentimentalo-érotique qui est très très Pauvert. C'est pour ça qu'on l'a mis en Pauvert. Pour ceux qui connaissent Pauvert, voilà, ça vous dira un petit peu dans quel univers on est. Et ce que vous ignorez peut-être aussi, c'est que avant de devenir le grand créateur de mode qu'il est devenu, c'était un expert dans le domaine de la psychomotricité, et que les deux choses ont un lien, puisque d'après Jean-Claude Gitroix, en fait, contrairement à l'adage populaire, c'est bien l'habit qui fait le moine. On est déterminé par ce qu'on porte. Je ne sais pas ce que je peux en déduire, mais voilà. On va donc vérifier. Il y a de tout. Il y a la jet set, il y a évidemment de l'érotisme, il y a de la mode, et le tout dans une langue extraordinairement truculente qui justifie cette publication, non seulement dans la rentrée, mais sous cette marque qui a un historique assez puissant dans le domaine. Ma peau se souvient, donc les mémoires du couturier Jean-Claude Gitroix. On continue avec votre rentrée étrangère. Alors, comme Alice, je suis en représentation. C'est mon collègue Clément Braun-Villeneuve qui s'occupe du domaine étranger. Donc, je vais faire aussi bien que je peux pour vous parler de Ali Roadbottom, Estetica, qui est un livre, là pour le coup... très très contemporain, on est même dans une forme de légère anticipation, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui pense, d'une jeune américaine qui vit dans une famille, ça va pas mal mais ça va pas bien,
Voilà, on est à la frontière entre le Texas et la Californie. Et la jeune fille se dit qu'elle va faire sa carrière sur Instagram. Voilà, puisqu'il y a de fameux exemples de gens qui arrivent à vivre et même à très bien vivre en se mettant en scène soi-même. Sauf que, bon, je vous spoile rien en vous disant qu'évidemment ça va pas se passer exactement comme elle l'avait imaginé, jusqu'à ce qu'elle fasse ce qui donne le titre au livre, Aesthetica, qui est en fait une opération qui est supposée effacer toutes les opérations précédentes qu'elle a subi, évidemment, puisque quand vous voulez faire carrière sur Instagram, en fait, ça passe tôt ou tard par la chirurgie. Voilà. Et donc, il y a une sorte de recette à la fin, mais voilà, qui aura aussi des conséquences inattendues. Donc, on est vraiment dans un univers ultra contemporain et qui pose la question de cette espèce de mise en scène de soi permanente, toute l'impudeur que ça suppose et toutes les dérives possibles et imaginables. Je n'ai pas besoin d'énumérer. Aesthetica, donc c'est un premier roman aussi, je crois. Oui. Alors, pareil, alors là, on parlait de la joie de découvrir des nouvelles voies. 2 premiers romans en étranger aussi. Alors, un nom que je vais lire, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le dire de mémoire sans l'écorcher, Léo Vardiashvili. Vous voyez déjà, même en le lisant, c'est compliqué. Livre écrit en anglais, mais par un réfugié géorgien, à l'orée d'une grande forêt. Et donc, c'est l'histoire donc, cet homme a quitté la Géorgie pour des raisons, qui semblent assez évidentes. C'est l'état de déliquescence du pays, mais il a été contraint d'y laisser son épouse. Donc, il est parti avec ses enfants, il a été contraint d'y laisser son épouse, et à un moment, ça lui est insupportable, il décide de revenir au pays, à sa recherche. Sauf que le pays est dans un état encore pire que quand il avait quitté. La Géorgie a subi d'importantes inondations. Les animaux du zoo de la capitale de Tbilissi se sont échappés et errent dans les rues. Le pouvoir est soit corrompus, mafieux, soit aux abonnés absents. Les habitants sont presque livrés à eux-mêmes et c'est dans ce contexte tout à fait particulier qu'il va partir à la recherche de sa femme, disparaître à son tour. Tant et si bien que son fils, à sa suite, va partir à la recherche de ses parents. C'est l'occasion d'une exploration absolument extraordinaire de ce pays satellite, le pays de naissance de Staline, il faut le rappeler, mais satellite de l'Union soviétique, qui s'est complètement effondré, qui a complètement implosé. Et donc, on est évidemment dans la quête du passé, dans la nostalgie. Il y a énormément d'humour, malgré tout, parce qu'il y a un moment où, pour ne pas pleurer, il vaut mieux essayer, si pas de rire, au mieux de sourire. À l'orée d'une grande forêt, je ne me risquerai pas à prononcer le nom de cet auteur, mais merci beaucoup, merci Jean-François Dauben. Avec plaisir. Merci à tous les 3 donc, pour cette rentrée littéraire marquée par... la guerre, l'art, la beauté, le théâtre, enfin, il y a vraiment des choses très excitantes. On vous souhaite le meilleur pour cette rentrée littéraire. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci Lorraine, merci à toutes et à tous. Merci. On reste ensemble pour une deuxième table ronde. Je vais accueillir la suite de nos invités. Une deuxième table ronde donc de ce webinaire spécial rentrée littéraire. On sera en compagnie déjà d'Élodie Murzi, qui est libraire de la librairie ici qui nous accueille. Merci à cette librairie de nous accueillir. Merci Élodie d'être avec nous. En présence aussi de Véronique Cardi, directrice des éditions Jean-Claude Lattès, de Jérémy Helm, fondateur des éditions du Penseur, et de Marc Dutheil, directeur et fondateur des éditions
M+. Merci à tous les 4. Je le redis, donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, on passe 1 heure ensemble à nouveau. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes timides pour le moment, mais vraiment, n'hésitez pas, elles sont les bienvenues. Et je les reçois aussi sur ce téléphone que je surveille. J'en transmettrai un maximum. Et je le redis, vous pourrez retrouver ce webinaire en podcast hors série dans les voies du livre et en replay sur YouTube. On commence par un tour de table. Je ne vous ai pas prévenu, alors désolée de vous prendre de court, mais on a une question qui revient souvent parmi les internautes qui ont posé des questions à l'avance, notamment Sabine Poissé-Vera et Marlène Ducreux qui posent notamment cette question. Quelles sont les thématiques qui reviennent le plus souvent dans cette rentrée littéraire ? On va faire un premier tour de table rapide autour de cette question. Il n'y en a pas forcément des thématiques récurrentes. Élodie peut-être, et puis ensuite on entendra nos éditeurs et éditrices. Non, c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, sans rentrer dans un cliché, mais après, je pense qu'il y a vraiment les textes aussi de l'intime qui arrivent aussi. Alors, il n'y a pas de place prioritaire, ou voilà. Mais oui, des textes de l'intime. Après, peut-être que beaucoup sur cette rentrée, ça reste assez varié. Moi, je retiens ça vraiment, soit des textes de l'intime, ou après de la fiction pure aussi, c'est important, dans du style très narratif, très aventure. Voilà, il y a aussi ces textes-là. On peut avoir des textes aussi dits un peu du réel, qui vont partir d'une histoire vraie, d'un personnage ou d'une époque historique, et comment la fiction aussi va s'emparer de tout ça. Et je pense que globalement, voilà, c'est peut-être une généralité à toutes les rentrées. De l'intime qui résonne avec le sociétal, peut-être. Je ne sais pas si oui, vous bien sûr, ça, absolument. Ouais, voilà, quand on dit intime, effectivement. C'est ça qui revient. C'est tout à fait ça. Véronique Cardy. Alors, moi, je ne connais pas encore la rentrée de tous mes camarades, mais chez nous, c'est vrai que c'est toujours un peu artificiel, même si ça reste très amusant de chercher les thématiques qui traversent une rentrée, alors qu'on choisit chaque texte justement parce qu'il est différent et explore un territoire singulier. Donc, dans l'idéal, il ne traite justement pas des mêmes thématiques. Ensuite, nous, chez Lattès, c'est des romans qui interrogent nos instincts, avec Sandrine Colette, l'instinct de révolte, nos obsessions, avec Rose Tremaine. Je me tourne vers Élodie parce qu'en l'occurrence, elle l'a déjà lu. Qui est sur l'obsession amoureuse. Ils interrogent bien entendu nos secrets de famille à travers les enquêtes familiales qu'on publie, notamment Les Enfants du Large, notre premier roman chez Lattès, mais aussi nos mythologies, puisque c'est intéressant. Nous, dans Médusa, qui est le nouveau roman d'Isabelle Sorante, il y a cette interrogation sur le mythe de Méduse, et Gilles Leroy, du côté de chez Bestial, une collection dirigée par Clara Dupont-Mono et Isabelle Sorante d'ailleurs. Gilles Leroy, Goncourt pour Alabama Song, nous offre une revisitation de la figure mythologique d'Hécube. Voilà ce que je peux te dire. Comme quoi, on peut trouver des choses qui traversent un peu, en tout cas, l'époque. Jérémy M. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros combat sur nos capacités à raconter des histoires, que ce soit des histoires qui nous écrasent, toujours plus fascisantes, toujours plus écrasantes aussi pour nous soumettre à une vision du monde que j'espère, moi, apporter un contre-discours à ces histoires-là. Donc je ne sais pas si c'est l'éditorial de la littérature qui est soumis à ça, mais je sais que le monde médiatique continue encore et encore à nous proposer une vision du monde, une histoire du monde qui nous conduit sur des chemins très sombres. Et donc essayer d'apporter des contre-discours, en tout cas moi c'est ce que je vais essayer de faire cette année et les années suivantes. Marc Dutheil. Nous, on est une toute petite maison d'édition, donc c'est notre première rentrée littéraire, même si on existe depuis 6 ans. On a un bébé dans l'édition. Donc c'est difficile de parler de rentrée littéraire parce que pour moi, c'est pratiquement tous les mois la rentrée littéraire. Vu le nombre d'ouvrages qui sortent par mois, on va nous reparler de ça en mois de janvier. Je pense que c'est un marronnier. Et donc c'est difficile pour moi de faire cet exercice de rentrée littéraire par rapport à des grandes maisons d'édition qui sont très anciennes et qui peuvent mieux défendre que moi ce terme-là. Par contre, pour répondre à votre question, nous, on défend des genres littéraires, donc ça va être le roman et le roman policier, le thriller.
essentiellement. Plus que des thématiques. Oui. Merci. Élodie Murzi, on commence avec vous. Merci de nous accueillir à la librairie. Merci à vous. Faites ces 5 ans. Absolument. On fête nos 5 ans en ce moment. Voilà, donc on est ravis. Et merci d'être avec nous. On a ouvert effectivement en octobre 2018 cette grande et belle librairie en plein cœur des grands boulevards. C'était aussi important parce qu'on voulait s'intégrer totalement dans ce quartier. C'est un peu la thématique aussi qu'on offre un petit peu en ce moment avec la fête de nos 5 ans, de parler de l'histoire des grands boulevards avec toute son histoire aussi très culturelle, très entrée dans la culture, entre les cinémas, le théâtre, la fête aussi. Et donc voilà, ça c'est super parce que ça résonne complètement avec cet endroit, cette librairie, et voilà, cet espace ouvert à toutes et tous, et cet endroit de culture, d'échange, de débat. Donc voilà, merci. Et alors, comment ça se passe de préparer cette rentrée littéraire? Où est-ce que vous en êtes là, le 2 juin, le 3 juin? 3 juin. Ouais. Où est-ce que vous en êtes de cette préparation? Alors écoutez, on est au tout début, à vrai dire. On continue. Là, on commence à découvrir des textes. C'est surtout, Véronique en a parlé un petit peu, mais d'aller à la rencontre des éditeurs, parce qu'on est en pleine réunion de rentrée littéraire où effectivement tous les éditeurs nous invitent pour écouter leur rentrée et découvrir leurs textes. Donc on en a encore beaucoup. Ce qui est important aussi, c'est qu'évidemment, il y a la fiction, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des éditeurs en essai, des éditeurs aussi en vie pratique. Donc voilà, ça nous permet aussi de découvrir cette rentrée aussi qui va être très riche au-delà même du roman. Donc voilà, on est un petit peu au début. Donc déjà, on est toute l'équipe en train de se partager effectivement les différents lieux, les différents endroits. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas mal de libraires qui sont en réunion, justement. C'est important aussi pour nous d'aller dans ces réunions parce que ça permet effectivement de découvrir tous ces textes. Et puis après, il y a un échange qui s'effectue entre nous. Voilà, ce qu'on a, les pépites qu'on a pu découvrir, ce qui va un petit peu soit correspondre à notre librairie, à notre clientèle, parce que on connaît de plus en plus notre lectorat, bien évidemment, mais aussi les coups de cœur un peu personnels. Voilà nos vrais travail de libraire qui va nous permettre de transmettre, de lire. Et donc, une fois qu'on a vu toutes ces réunions et commencé à recevoir tous les livres, on va se partager un petit peu le travail. On va faire un maximum. On a de la chance, on a une grande équipe aussi, de se partager un petit peu les textes pour essayer d'envisager et de lire un maximum de livres. Donc, il y a à la fois le cœur, évidemment, qui va parler, mais il y a quelque chose de très pragmatique aussi pour, encore une fois, essayer de tout lire, de tout découvrir, que ce soit des auteurs ou des autrices installées comme des premiers romans, bien évidemment. Et pourquoi on fait ça? Parce que fin août, début septembre, depuis 5 ans, on a décidé aussi toute l'équipe de présenter et de sélectionner, les libraires de la librairie ici, de sélectionner 28 ouvrages de cette rentrée littéraire. Alors 28 ouvrages, c'est pas beaucoup, donc le choix est assez difficile. Mais en tout cas, pourquoi on fait ça? C'est permettre aussi à nos lecteurs et lectrices de nous faire confiance, de nous accompagner, de nous écouter et de se dire voilà comment nous, libraires, on a essayé en tout cas de vous faire découvrir nos coups de cœur. Et tous ces livres, on va les accompagner, bien évidemment. Il n'y a pas que qu'on accompagne, encore une fois, on va accompagner aussi toute cette rentrée. Mais ça nous permet aussi encore une fois, on le fait, c'est ça, en mi-septembre, généralement, on va présenter aussi à notre clientèle tous ces ouvrages. Et c'est un exercice vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de discussions entre nous, entre l'équipe. Le choix est difficile. Alors, on essaye de trouver des critères qui soient à la fois assez justes, je dirais, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, alors peut-être pas autant de littérature française qu'étrangère, puisqu'il y a quand même une grosse dominante de littérature française à cette période. Mais en tout cas, de diversifier un peu le choix, comme les premiers romans ou de romans d'auteurs et d'autrices plus confirmés,
ou plus attendus. Voilà, donc on essaye aussi d'élargir ce spectre. Et ça se présente sous la forme, c'est 28 Oui, coups de alors cœur, c'est 28, ouais, exactement, on fabrique on fait imprimer un petit leaflet, donc on va présenter effectivement à nos clients, mais après qu'on va accompagner avec une table au milieu de la librairie, au rez-de-chaussée, pardon, une belle vitrine, voilà, qu'on fait où on met à l'honneur effectivement. Ouais, c'est la thèse, pardon, je sais pas. Non, je suis désolée, en fait, c'est vraiment un petit dépliant papier, mais après qu'on va retrouver sur notre site internet, sur notre aussi site Instagram, voilà, qu'on anime beaucoup et voilà, nous permettre de mettre en avant tous ces traits. Donc c'est vraiment génial parce que c'est toujours un beau moment qu'on adore nous ensemble. C'est très fédérateur au sein de l'équipe aussi ce moment-là et c'est chouette parce que il y a aussi un moment où, alors là on a 5 ans d'existence, mais on apprend à se connaître aussi de plus en plus et même intimement les uns les autres à travers nos lectures. Donc c'est vraiment un moment fort et assez émouvant. Particulièrement là pour les 5 ans, ça se traduira aussi par des événements, des rendez-vous, des rencontres. Donc on viendra à la librairie. Avec plaisir, c'est gentil. Pour aussi fêter avec vous ces 5 ans d'existence. Merci beaucoup Élodie. Véronique Cardi, alors j'ai pris de l'avance en présentant votre bouclette pour votre rentrée littéraire La Thèse. Vous allez nous présenter des romans attendus, des premiers romans. Vous allez nous présenter ça par ordre alphabétique. Donc on commence avec la lettre A. Je le fais dans l'ordre où vous voulez. C'est vous qui m'avez proposé, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors avec effectivement nous, la volonté aux éditions La Thèse d'avoir une rentrée resserrée. Donc on a 4 romans français, dont 3 auteurs attendus, on l'espère, à commencer par Sandrine Colette avec son nouveau roman, Isabelle Sorante et Adrien Borne. Une pépite, on l'espère là aussi, comme l'évoquait Élodie, un premier roman, Les Enfants du Large, un seul roman étranger, un titre dans notre label La Grenade et dans la collection Bestiale, Monologue de la Louve de Gilles Leroy. Dans les romans qu'on espère en tout cas attendus, avec des auteurs d'ailleurs que les libraires ont inventés, Adrien Borne, c'est son 3e livre, après notamment le succès de son premier roman Mémoire de soi, qui a notamment eu le prix Alain Fournier. C'est un auteur qui travaille la mémoire. Dans Mémoire de soi, c'était l'effacement d'un individu de la mémoire familiale. Dans La vie qui commence, son 2e roman, il sondait l'effacement d'un événement traumatique de la mémoire individuelle. Et là, dans L'île du Laos, il explore l'effacement à la fois des lieux et des êtres de la mémoire collective à travers l'histoire de Marcel qui, à 15 ans, en 1948, arrive dans un sanatorium. Alors, sanatorium, espace éminemment romanesque, qui a quelques précédents en termes de traitement. Et ce qui va être intéressant dans le roman d'Adrien, c'est qu'il en fait une grande fresque de 1948 jusqu'à nos jours, où il traite donc non seulement de l'âge d'or des sanatoriums, mais aussi de leur déclin. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Marcel, en 1948, arrive dans ce sanatorium face au Mont Blanc, le sanatorium sur le plateau d'Assy. Lui, bien sûr, c'est à la fois c'est un monde ambivalent puisque c'est l'enfermement, les soins, la lutte contre la maladie. Il est atteint de ce mal contagieux qu'est la tuberculose, et en même temps toutes les promesses de l'existence puisqu'il se retrouve sans parents et seul enfant dans un monde d'adultes. Exception dans le paysage, va se nouer des amitiés et ses premiers émois aussi amoureux avec une jeune femme, Valentine, qui, elle, telle Pénélope, n'en finit pas de peindre les murs de la crypte du sanatorium, peut-être parce qu'elle a peur qu'en mettant la dernière touche, quelqu'un disparaîtrait qui est dans ce sanatorium. C'est ce qu'on va découvrir. Ce lit d'amitié avec Scala, qui est un amuseur. Lui, on n'a jamais trop su s'il était là parce qu'il était malade ou parce qu'il préférait la compagnie des pestiférés à ceux supposés sains. Et donc, ce trio pris dans ce huis clos que Adrien Borne sait dépeindre avec une écriture très atmosphérique. On va les suivre, peut-être jusqu'au jeu de trop offert par Scala au jeune Marcel. Et de nos jours, un personnage qui nous parle, qui dit être la mémoire vivante du plateau d'Assy. Est-ce que c'est Marcel? Est-ce que c'est un autre de ces personnages? Marcel a-t-il survécu? C'est ça qui crée la tension dans ces livres qui, par ailleurs, interrogent nos fantômes, nos vestiges, ces lieux, les sanatoriums qui sont laissés
à l'abandon, avec cette idée que la littérature est ce qui peut sauver de l'oubli les êtres et les lieux. J'enchaîne. Oui, vous pouvez enchaîner. Donc là, on rappelle juste le titre L'île du Laos d'Adrien Borne, ce romancier qui n'en est qu'à son 3e roman, mais que l'on connaît déjà, que l'on suit déjà donc depuis son premier Mémoire de soi. Sandrine Colette. Sandrine Colette, c'est sa 2e rentrée littéraire seulement, même si elle a une œuvre merveilleuse derrière elle. A marqué les esprits il y a 2 ans avec On était des loups, qui a été à la fois couronné de succès critique et public, prix Renaudot des lycéens, prix Giono. L'attente était grande pour ce nouveau livre 2 ans plus tard et largement comblé. Sandrine Colette, ce qu'elle adore, c'est interroger le territoire sauvage qui survit en chacun de nous. C'était l'instinct paternel à côté de ce territoire sauvage dans On était des loups. Ici, elle interroge l'instinct de révolte à travers son personnage, cette Madeleine. Madeleine, c'est une fillette qui va être recueillie dans un petit village, un hameau qui s'appelle Les Montées. Dans ce hameau, il y a 3 fermes. 2 fermes qui sont habitées par des sœurs jumelles, Ambre et Aélis. L'une a eu 3 garçons et l'autre, c'est la douleur muette d'un foyer sans enfants. La 3e ferme est habitée par Rose, qui est la vieille sage et vieille femme du village. C'est par ici, les gens travaillent une terre qui appartient à d'autres, ce qui fait un rapport de domination, mais que personne n'interroge. Et quand surgit Madeleine, fillette avec les lèvres retroussées sur ses dents de lait, qui a 6-7 ans quand on la découvre, elle va refuser de se soumettre à ce rapport et va bouleverser l'ordre des choses. Celle donc par laquelle le malheur arrive, diront certains, mais celle qui va être l'indomptable, l'incandescente, qui va refuser l'ordre établi. Mais cette révolte a un prix que vous découvrirez en lisant Madeleine avant l'aube, qui est un roman à la fois brut et somptueux, puisque Sandrine Colette, elle a cette écriture qui épouse l'âpreté du monde qu'elle décrit et qui est en même temps pleine de grâce. Donc il faut lire Madeleine avant l'aube. Il faut lire Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, un autre roman d'une autrice très très attendue, très remarquée, Isabelle Sorante. Isabelle Sorante, remarquée pour ses différentes veines littéraires, à la fois sa veine très romanesque, et c'était le cas il y a 2 ans avec La femme et l'oiseau, couronnée de succès aussi, et puis qui interroge à travers des récits littéraires aussi tout un tas de sujets qu'on retrouve ici dans Médusa. C'était par exemple le complexe de la sorcière ou plus récemment l'instruction. Médusa, grand roman avec un souffle romanesque comme on les aime chez Isabelle Sorante, qui s'ouvre en fait par la mort de la jeune Marianne. Marianne qui a 20 ans, qui est passionnée d'écriture et de mythologie, qui meurt dans des circonstances tragiques, bouleversant bien sûr l'univers de tout son entourage, à commencer par son petit frère Liam, qui est adolescent. Pour lui, Marianne, c'était une héroïne de roman. Et il va se mettre en tête de découvrir la dernière pensée qu'a eue sa sœur avant de mourir. Et se dit que s'il trouve cette dernière pensée, il pourra comprendre le monde que cette mort a fait advenir. Pour ce faire, il va faire une espèce d'alliance avec la meilleure amie de Marianne, qui s'appelle Béatrice, qui est une grande reine aux yeux immenses et aux cheveux longs noirs, mais qui a une balafre sur le visage. Et seule Marianne connaissait le secret de cette blessure. Tous les deux vont mener l'enquête pour retrouver cette pensée. Bien sûr, ça va les approcher d'une vérité plus complexe sur Marianne, qui, elle, ne rêvait que d'écriture, qui était habitée aussi par cette douleur qui se transmet de génération en génération, de mère en fille, nous amenant sur cette lignée de femmes méditerranéennes en noir que traite Isabelle comme personne. Ça se passe à La Ciotat, on est dans ce paysage de falaises entre ombre et lumière. La romancière une romancière se met en scène aussi, dans un dialogue avec une muse qui l'accule, qui la pousse à traiter davantage de certaines scènes. Et
texte-ci va avoir un lien avec le Médusa, la Médusa en l'occurrence, qui donne son titre au livre. C'est un livre qui est aussi scintillant d'intelligence que bouleversant d'émotion, hypnotique. Donc, voilà. On sent qu'on va retrouver Isabelle Sorante comme on l'aime. Alors, il y a ces auteurs et autrices que vous suivez depuis longtemps, et puis il y a ceux que vous découvrez. Alors, il y a toujours l'excitation en rentrée littéraire. C'est vrai que les nouvelles voix, les premiers romans, on voit que ça suscite l'appétit de tous les passeurs et puis aussi du public. Le premier roman chez Lattès, c'est une enquête familiale, celle de Virginia Tangwald. Alors, Virginia Tangwald, elle est née en haute mer, donc sans patrie, sans identité, sur le bateau construit entièrement par son père. Son père, Peter Tangwald, qui était un célèbre navigateur de cette génération qu'on appelle d'Ulysse, qui a fait 4 fois le tour du monde sans moteur ni radio sur son voilier. Elle n'a que très peu connu ce père, puisque, alors qu'elle est encore bébé, sa mère fuit à une escale, ne revient jamais à bord, et elles vont grandir Virginia va grandir à Montréal. Ce père, elle le connaît d'autant moins que quelques années plus tard, lui va périr dans un naufrage qui prendra aussi la vie de sa sœur, et le seul survivant est son frère. Les enfants du large, le titre du livre, c'est parce que Virginia est la dernière de cette fratrie née en mer, et que tout ce qui t'est imposé comme nécessité d'écriture à travers cette enquête familiale, c'est justement de rassembler les pièces du puzzle de son histoire familiale qui est éparpillée sur les 4 océans, littéralement. Et donc, elle nous embarque dans une véritable odyssée de l'île de Bonaire où a lieu le naufrage, jusqu'à Porto Rico, au large duquel elle est née, de Paris où elle va aller fouiller dans les archives, mais de magazines comme Paris Match qui avait couvert la naissance du bébé de la mer qui était son grand frère, jusqu'à Toronto, Montréal, où elle a vécu. Et toute l'ambition de ce premier roman, c'est justement avec cette histoire qui est une histoire de liberté à tout prix, celle de son père, cette quête d'absolu, mais qui s'est aussi transformée en perte puisqu'il y a un certain nombre de disparitions dans cette famille. Elle voulait déjouer la malédiction familiale et puis fixer par des mots ses vies entre deux eaux, ce que je trouve merveilleux en termes de pouvoir de la littérature. Alors, il y a toujours une excitation de savoir comment vous avez découvert ce premier roman. Alors, en l'occurrence, c'est une femme qu'on me présente, amie d'amis, qui a cette histoire familiale qui est assez sidérante, née en haute mer. C'est vrai que c'est pas banal, mais c'est vrai que ça ne fait pas encore un premier roman. Et quand elle m'a envoyé la première scène, qui est en l'occurrence la scène du naufrage, qui est restée la première scène toujours dans la version finale, alors qu'on a fait un certain nombre d'allers-retours et un gros travail sur le texte. C'est vrai que la poésie avec laquelle elle arrivait à convoquer et à nous plonger dans cette atmosphère, à la puissance d'invocation qui est propre et qui est la beauté de la littérature, m'a convaincue de nous lancer dans ce travail ensemble. Ça s'appelle Les enfants du large, Virginia Tangwald, premier roman à paraître chez vous, chez Lattès. On parlait d'Isabelle Sorante, elle dirige aussi une collection. Et vous sortez un roman à la rentrée dans cette collection. Elle dirige avec donc Clara Dupont-Mono, qui est directrice littéraire aux éditions Lattès, cette collection bestiale, autoportrait d'un auteur à travers son animal fétiche, qu'il soit réel ou imaginaire. Gilles Leroy, il a choisi la louve, mais pas n'importe quelle louve. Il a choisi en fait de traiter de cette figure mythologique qui est moins connue que d'autres, qui est Écube, reine de Troie, qui a pour particularité de se métamorphoser en louve pour refuser l'esclavage. À travers cette voix de femme déchue mais puissante, il revisite aussi, Gilles Leroy, tous les événements de la guerre de Troie, qui est un peu la guerre originelle et qui a des résonances encore contemporaines, puisque, comme il le dit lui-même, dans toutes les guerres, ce sont les femmes qui sont enlevées, violées, victimes de violences, et c'est très présent dans ce texte. Et puis, c'est un monologue, c'est Écube qui s'adresse
face à un interlocuteur dont on va découvrir l'identité et qui nous accroche directement à son récit, puisqu'elle nous dit « mais vous me voyez à quatre pattes aujourd'hui, couverte de puces, etc. Mais que croyez-vous, moi j'ai été la reine de ce pays de safran et de miel qu'a été Troie. » Et donc c'est aussi cette voix, encore une fois, de femme puissante qu'il traite à travers aussi celle qui va se métamorphoser en louve, mais pour refuser l'esclavage des hommes. Donc Gilles Leroy, qui avait reçu le prix Goncourt pour Alabama Song, qui était déjà une merveilleuse voix de femme et qui a ce talent incroyable d'écriture et pour les convoquer. Et qui là fait donc son autoportrait à travers une figure animalière, le monologue de la louve. Votre rentrée étrangère ? Étrangère, un seul titre en roman étranger par une des plus grandes romancières britanniques, Rose Tremaine, qui avait déjà obtenu le prix féminin étranger pour Le Royaume interdit à l'époque, aussi récompensé par l'Orange Prize dans son pays. C'est un petit bijou d'écriture qui a pour thème que j'adore, l'obsession amoureuse. Alors plutôt du côté du désespoir amoureux en l'occurrence. C'est l'histoire de Marianne. Alors on est dans le swinging London, Chelsea et Londres des années 60. Marianne, à 15 ans, elle décide de tomber absolument et pour toujours, d'où le titre du livre, amoureuse de Simon qui a 18 ans, qui étudie la littérature, mais qui va, pour des raisons qu'on découvrira plus tard, partir à Paris. Donc amour malheureux et Marianne ne se remettra jamais de cette obsession pour l'être aimé, avec des passages assez savoureux, puisque l'héroïne a beaucoup d'autodérision par rapport à elle-même dans la façon dont elle se décrit et dont elle décrit son désespoir. Et un jour, lors de vacances, et lors d'une partie de ping-pong avec le garçon d'une famille amie, pendant 1 minute, elle ne pense pas à Simon. Et elle finira par épouser, en l'occurrence, le garçon qui a réussi à lui faire oublier l'être aimé. Sujet qui est très universel, qu'elle traite avec une plume ciselée, alerte, encore une fois, énormément d'humour. Texte très court pour notre rentrée étrangère. Absolument, et pour toujours, de Rose Tremaine. Et vous avez enfin un roman dans votre collection, Grenade. La Grenade, qui est un label dirigé par Maïr Guven, qui a pour ambition de faire émerger des voix qui soient à la fois explosive, la grenade, la bombe, et exotique, la grenade, le fruit. Donc des voix issues d'une certaine diversité culturelle. Le tube de Coolidge porte haut et fort les couleurs de la grenade. C'est une histoire familiale entre deux rives que nous narre Mona dans ce roman. Le tube de Coolidge, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est ce procédé en tout cas qui permet, en passant au rayon X, d'obtenir les clichés radiographiques. Et c'est ça le point de départ de ce premier roman. Comme dans de nombreuses maisons de famille, on retrouve des cartons avec des photos qui vont inviter à revisiter l'histoire familiale. Dans ce roman, ce ne sont pas des photos de famille, ce sont les clichés radiographiques du corps de la mère de la narratrice, Mona, un corps souffrant. Et c'est ça qui va l'inviter à se replonger dans cette histoire qui est aussi une histoire de coups et de crises étouffées, de silence. C'est l'histoire de ses parents, Yacine, son père, qui promis un brillant avenir étudiant la médecine en Tunisie, arrive par amour pour Jeanne, une jeune Française qu'il rencontre en lui faisant une visite touristique un été, va se heurter au plafond de verre et à la dureté des conditions de vie des immigrés dans la France des années 60, tomber dans certaines addictions et en tout cas dans une forme de violence dont va être épargnée la narratrice, Mona. Et c'est aussi cette culpabilité de l'épargner qui va être très présente et magnifiquement évoquée dans ce roman, qui est une trajectoire de réconciliation, puisque Mona décrit comment elle commence par se trouver d'autres figures paternelles que le sien dans la littérature, des figures tutélaires littéraires comme Pérec par exemple, et va finir par se réconcilier avec son héritage, et y compris son héritage culturel tunisien, là encore prouvant le pouvoir des mots, que ce soit à travers ce roman ou des figures littéraires.
Donc un roman qui illustre bien cette collection qui existe depuis 4 ans. 4 ans. Et vous pouvez juste rappeler un petit peu ce que c'est cette collection Alors, faire émerger des nouvelles voix avec des succès, comme par exemple le premier roman d'Oxmo Puccino ou de l'épicier romancier de Roubaix, Jamel Cherigui, promis à un brillant avenir par ailleurs. Aussi, dans cette collection Dictionnaire critique d'Aurel Sagne. Donc, une collection, un label qui est ouverte aussi sur les mondes contemporains de création. Et qui nous fait découvrir vraiment de nouvelles voix. Merci beaucoup, Véronique Cardi. Merci à vous. Jérémy M, fondateur des éditions du Penseur, qui célèbre, vous célébrez vos 5 ans aussi. Oui, tout à fait, comme la librairie. Vous êtes jumeaux. Merci. Avec un événement pour vous, Isabelle Hopi, qui est l'autrice phare de votre maison. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce... C'est ça, c'est du coup une parution en septembre, le 4e roman d'Isabelle Hopi, qui a été la toute première publication pour nous en mars 2019, avec un petit livre qui a énormément circulé grâce aux libraires. L'homme qui n'aimait plus les chats, qui a été repris en folio en mars dernier. Prix folio des lycéens. Elle a gagné aussi le prix des vendanges littéraires au prix Coup de Foudre en 2019, à l'époque, vendange littéraire de Rivesaltes, qui était une histoire qui nous alerte sur la fragilité de nos libertés et tous les mécanismes de manipulation par le langage. Donc une petite fable qui essaye de nous alerter sur ce qu'il y a pu se passer à l'époque, ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc un grand texte encore d'actualité, publié en 4 langues, vient de sortir en Italie là tout récemment. Voilà, donc ça continuera. Donc elle était vraiment au départ de votre maison. Au départ, tout à fait, avec d'autres auteurs aussi, dont les premiers romans, enfin c'était que des premiers romans. Enfin, c'est un peu notre spécialité quand même aux éditions du Penseur, des vraies nouvelles voix, excusez-moi, parce que Smoke Puccino, on l'a déjà entendu. On l'a pas lu. Voilà, mais on l'avait déjà entendu. Et du coup, des vrais premiers romans de personnes qui n'ont aucun accès aux médias ou quoi que ce soit, donc qui travaillent les textes, qui travaillent l'écriture comme personne d'autre, je crois. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a mis en mouvement et qui m'a décidé à créer cette maison pour les accueillir et me faire leur porte-parole. Et du coup, voilà, sur les 13 premiers romans qu'on a publiés, sur un total de 19 publications depuis 5 ans, 6 sont repris en collection poche, dont le plus récent est Le Sorcier Blanc de Mathieu Vivion, un texte qui nous parle d'exploitation de jeunes espoirs en Afrique, dans le monde footballistique, pour alimenter les clubs européens et mondiaux. Donc en période de Jeux Olympiques, je pense qu'il serait très très intéressant d'aller se pencher aussi sur cet autre monde qu'il peut y avoir derrière les étoiles brodées d'or sur nos maillots de nos champions. Voilà, donc Isabelle Hopi revient, tout à fait, qui revient avec du coup la fable pour s'attaquer non pas cette fois-ci à la manipulation par le langage, mais au monde du travail et au monde du management, en nous faisons monter à bord d'un immense navire, le Saint-Georges, magnifique bateau qui fait des traversées jour et nuit, 24 heures, enfin tous les jours, toute la semaine, sans jamais s'arrêter, pour amener des passagers d'une rive à l'autre, mais qui prend l'eau depuis de nombreuses années. Et donc nous allons dans ce monstre à la rencontre de son équipage qui écope tant qu'ils peuvent, qui essayent de rafistoler ce bateau, qui se brisent les doigts, le dos, à faire tenir ce navire. Et nous allons du coup suivre l'histoire de Maurice et Momo qui sont sur un bateau. Mais avant que je vous dise quand même qui des deux va tomber à l'eau, avant d'être éditeur, j'étais psychologue du travail et je peux vous dire qu'il n'existe pas de fable, de satire, de métaphore à propos en fait de ce qui se passe dans les entreprises sur des mécanismes de destruction des collectifs, de souffrance au travail qui peuvent conduire à la maltraitance des gens pour qui on travaille, mais aussi à la maltraitance de soi-même.
Donc Isabelle travaille dans le service public à l'hôpital depuis 20 ans, donc elle sait de quoi elle va parler dans ce livre pour en fait faire la métaphore de la destruction cherchée par les dirigeants, par les directeurs d'établissements de cet espace-là, cet espace qui est commun. Donc on va suivre l'histoire de Maurice et de Momo qui sont sur ce bateau. L'un des deux va tomber à l'eau et toute la question c'est de savoir quel est l'âge du capitaine. Voilà. Parce que c'est une vaste blague, ce livre, c'est une vaste blague ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, en se demandant si ces directeurs, si ces dirigeants qui ont été élevés à la méritocratie, élevés à la quête, ce culte de la performance en permanence, n'est pas une vaste blague qui conduit en fait les équipes à ne plus faire correctement leur travail. Voilà. Donc c'est un texte très engagé, très drôle, très ciselé. Voilà. Ceux qui connaissent L'homme qui n'aimait plus les chats, dans la façon qu'Isabelle a de broder des collectifs, à de les faire vivre, à nous le faire entendre leur singularité, on les retrouve dans ce roman. On retrouve cette veine-là dans L'âge du capitaine, donc du coup apparaître le 24 septembre de cette rentrée littéraire. Un autre roman qui est un premier roman, cette fois. Un premier roman, tout à fait. Donc le 22 août, premier roman de Bénédicte Dupré-Latour, Terre promise. Alors Dupré-Latour est un nom un petit peu connu parce que Florence, sa sœur jumelle, est autrice et bédéiste. Elle fait de l'illustration de la bande dessinée. Elle a écrit des grands succès, dont Cruel, dont Pucelle et dont Jumelles. Là, ces derniers ouvrages, c'est ça. Donc, si vous voulez savoir tout de Florence et de Bénédicte Dupré-Latour, allez lire ça. Et donc, Bénédicte fait son premier roman chez nous avec Terre promise, qui, je crois, est le premier roman de cette rentrée littéraire. Tant il nous fait sentir, voir et entendre ce qu'a été, ce qu'a pu être les gens emportés dans le mouvement furieux des ruées vers l'or. Donc ça se rapproche du genre du western, mais s'en détache totalement parce que on va avoir une fresque, un roman choral qui va nous montrer strate par strate de quelle façon en fait ces gens ont été conduits sur ces routes, sur cet exil, sur cet espoir aussi de conquête, d'appropriation également des terres de l'autre. Mais aussi, Bénédicte nous montre de quelle façon notre imaginaire a été totalement colonisé par ces ruées vers l'or, cette conquête de l'Ouest, et ne va jamais utiliser le moindre mot du champ lexical en fait du western. Et pourtant, on y est. On est dans les étendues sauvages. On voit en fait les Indiens alors que ce sont simplement des indigènes. On voit le shérif alors que c'est simplement un maintien de l'ordre. Et il y a en fait vraiment cette émergence, comment aussi le lecteur, la lectrice va faire vivre cette histoire au travers également de son imaginaire. Voilà, j'ai dit que j'étais porteur de voix, donc j'aimerais bien vous faire entendre quand même un petit extrait. Les villes naissaient plus vite que les hommes, là où les étendues vierges dépassaient l'entendement. Elles surgissaient comme des illusions. Hier rien, et le lendemain, une rue principale flanquée de baraques, de tripots, de chariots et de tentes grises claquant au vent. Il suffisait d'une rumeur qui, enflait de collines en vallée, passait les montagnes pour que se forment des colonnes d'aventuriers prêts à creuser leur tombe si de l'or se trouvait au fond. Hier rien, et le lendemain, ils affluaient comme des abeilles affolées par un rayon de miel tombé à terre. Donc ça, c'est un extrait du premier arc de ce roman d'Eleanor Dwight, qui va être l'histoire de la prostituée, qui va attendre l'heure de la justice. On va aussi croiser Quinta, l'indigène, qui va essayer de s'émanciper de son clan, qui va rencontrer un homme dans la forêt et vivre une histoire d'amour au-delà de toutes les frontières, mais aussi au-delà de la mort. On va rencontrer l'orpailleur, qui va chercher de l'or justement pour couvrir de trésors sa femme, et qui va être rongé par cette quête-là, et c'est impossible justement d'être à la hauteur d'une femme trop grande pour lui. Bénédicte a cette façon de révéler la cicatrice que porte la terre, que porte encore la terre, que portent les corps, que portent les êtres, mais elle ne va pas aussi mettre
un voile pudique sur cette violence faite aux femmes et surtout cette violence qu'elles-mêmes peuvent faire pour elles-mêmes mais aussi pour les autres, avec cette idée que c'est aussi un universel et qu'il faut réussir à en parler. Donc elle le fait brillamment au travers de toutes ces figures de ces ruées vers l'or qui vont se croiser, s'enchasser. Tout ça va faire une caisse de résonance où on va être époustouflant. Voilà. Donc on est déjà en train de négocier les 3 poches avant même de la parution avec toutes les maisons qui se l'arrachent. Donc voilà, c'est pour nous un grand premier roman, mais en fait c'est une catégorie premier roman. C'est un grand roman tout court. Donc le grand roman tout court de Bénédicte Dupré-Latour, Terre promise, aux accents western. Vous qui avez à cœur de découvrir les premiers romans, donc aux éditions du Penseur, on en parlait avec Véronique. Comment vous les découvrez, ces premiers romans? Est-ce qu'ils vous arrivent aussi par mail? Qu'est-ce qui vous alerte, qui vous donne envie d'aller plus loin? Oui, par mail. On en reçoit à peu près entre 900 et 1000 là, cette année de manuscrits. Je les ouvre tous. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à tous les lire intégralement, mais qu'en tout cas, il va se passer quelque chose normalement que l'on espère tous en tant que lecteur, c'est que le monde s'arrête. On vient d'enchaîner 10 heures de travail dans la journée, on tombe sur un truc et on est capable de rien faire les 2 prochains jours uniquement pour lire le bouquin. Voilà, moi c'est ce que j'attends. On peut savoir très vite si le texte va nous parler. On sait très vite si l'auteur s'est trompé, a fait des erreurs, et réussir à voir au-delà de ces erreurs. En fait, c'est ce que moi j'ai l'impression de faire pour saisir une intentionnalité, saisir une authenticité, une nécessité à raconter cette histoire de cette façon, et qui moi après me transporte pour après un an et demi de travail avec les auteurs pour faire en sorte que ce carbone qui nous arrive se transforme en diamant. Voilà, tout simplement. Donc, avis aux personnes qui veulent envoyer leur manuscrit, faites en sorte que pour Jérémy M et les éditeurs présents ici, le monde s'arrête. Ou de se rencontrer en salon, parce que je fais ça. Le matin, en salon, je suis à l'écoute des autrices et des auteurs pour échanger, prendre 15 minutes, faire une lecture en direct et discuter avec eux, en fait, à partir de leur texte sur comment ce que je lis, moi, et comment aussi je réceptionne leur écrit. Voilà. Parce que c'est impossible de effectivement répondre, comme les collègues ont dit avant, c'est pas possible de répondre qualitativement à tous les manuscrits qui nous sont envoyés. Et c'est une bonne définition, un bon critère que le monde s'arrête, Véronique. Meilleur critère. En un mot, commençons. Merci beaucoup Jérémy M. Bénédicte Dupré-Latour. Je vous laisse rappeler les titres, je vais me perdre dans mes feuilles. Terre promise, Bénédicte Dupré-Latour le 22 août et L'âge du capitaine le 24 septembre d'Isabelle Hopi, son 4e roman. Merci beaucoup aux éditions du Penseur. Marc Dutheil, directeur des éditions M+, vous aussi vous nous présentez votre rentrée avec vous aussi un livre événement au point que vous avez avancé la date de la rentrée littéraire. Vous l'avez placé avant l'été. D'abord, je vais être moins bavard que mes collègues parce que ce n'est pas un exercice qui est facile pour moi. Et je vais surtout m'arrêter sur un livre qu'on a voulu sortir en juillet. Parce que la rentrée littéraire, pour nous, je me suis dit, c'est bien beau tout ça, mais si je perds un mois de vente en juillet, c'est vraiment dommage, en étant une petite maison d'édition, de perdre ce mois de vente. Après, c'est une construction petit à petit, pas à pas, une maison d'édition, et on aura bien le temps de faire très bien construire, mieux parler de nos livres dans le futur. On a donc 5 ans et demi, comme disent les enfants, bientôt 6. Le Baumian, c'est le 3e livre de Page Coman. Alors, Page Coman, c'est 2 auteurs. Page, ça veut dire Patrick. 2 jeux, c'est Gérard. Et c'est Coquet. Et Man, c'est Manoukian, que vous connaissez, parce que c'est Yann Manouk, qui est à la fois chez Albin Michel, chez maintenant Flammarion, et chez nous, entre autres, et chez Paulsen. Auteur multiprimé. Nous, c'est son 3e roman qu'on publie. On a déjà 5 titres, 5 prix littéraires. Leur idée des 2 auteurs, c'est de faire à chaque fois une écriture différente. Le premier, c'était un roman à l'anglaise, on va dire
du Dickens. Le deuxième, un road trip. Et là, c'est un roman à la Giono. Alors, Franck Bouys, qui l'a lu, a fait un petit résumé, La tendresse de Pagnol et la force de Giono. Même si ce n'est pas leur premier roman, ils écrivent et réécrivent. J'ai reçu la V12, c'est-à-dire la version 12 du roman. C'est bien, ça m'enlève du travail, moi, parce que je sais qu'ils bossent. C'est l'histoire, là, pour le coup, d'un drame provençal. Un type se pointe comme ça à pied dans un village dans les années 50. C'est un étranger. On est dans les Alpes de Haute-Provence. Et tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est un Beaumillon encore. Et c'est le mois de juillet, la canicule est là. Le 14 juillet va arriver et on a toute l'histoire qui monte en tension jusqu'à l'apothéose du 14 juillet. Avec une écriture, si vous aimez Yann Manouk, allez Yann Manouk. Et Gérard Coquet aussi, qui certains libraires me disent qu'il écrit encore mieux dans les polars. Le Beaumillon. Le Beaumillon. Donc là, il sort le 4 juillet. On a sorti les épreuves non corrigées pour les libraires. Donc les libraires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de libraires ici, en tout cas qui regardent la webinaire, nous, on peut vous l'envoyer en épreuve non corrigée. Il est en cours d'impression à 5000 exemplaires pour cette sortie-là. Notre métier, c'est de se rapprocher des libraires, comme vous l'avez dit. On a un libraire à Lyon qui a vendu à lui tout seul 300-450 livres de pages communes. Tout ça parce qu'il a aimé. Il y en a 3 sur des versions poche et grand format. Donc notre métier, c'est aussi de nous petits, de passer beaucoup de temps à nous rapprocher des libraires. Ça fait 5 ans que je veux le faire et on va enfin pouvoir le faire. D'où ma présence ici. Très prometteur, merci d'être avec nous. Alors donc, page comment le livre de Yann Manouk et Gérard Coquet, qui s'appelle donc Le Beaumillon, et qui est déjà disponible en librairie. Le 4 juillet. Le 4 juillet, Le 4 pardon. juillet. Donc on va... C'était une double rentrée littéraire. Au niveau de la pub, on va en faire tout de suite début juillet, on va commencer maintenant. Et puis pour le relancer, une fois que la grosse vague de la rentrée littéraire sera passée, fin septembre, début octobre, on remet ça au niveau de la pub. Et si vous êtes des libraires pour recevoir Gérard Coquet ou Patrick Manoukian, c'est avec plaisir qu'on vous mettra en relation avec eux. On passe à le deuxième livre dont vous voulez nous parler, Les Crimes du Marquis de Sade, le tome 1. C'est un livre qu'on a pris dans notre collection poche. Les Crimes du Marquis de Sade étaient sortis en Belgique en grand format. L'éditeur belge avec lequel on travaille nous a proposé d'éditer cette série-là. Crime du Marquis de Sade, on part sur un auteur qui est Miserolles, Ludovic Miserolles, qui a beaucoup enquêté sur ces crimes du Marquis de Sade, qui peut-être il écrit bien, mais quand même était un sale type. Donc l'histoire, c'est Rose Keller, qui a existé réellement. Et elle a perdu son mari et elle fait la manche parce que à cette époque-là, pour manger, et elle voit quelqu'un bien habillé qui passe et qui lui propose de faire des ménages chez lui. Alors elle est un peu naïve, elle lui dit oui, vous savez, moi j'aime mon mari, même s'il est décédé, ça sera pas voilà. C'est vraiment pour trouver du travail. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc c'est vrai que... Alors c'est une belle enquête policière, mais ça révèle que finalement le marquis de Sade, qui a bien fini sa vie, mais qu'il a quand même beaucoup bien fini sa vie parce qu'il a fini dans un couvent à la fin de sa vie, mais quand même qu'aujourd'hui sera en prison à vie, on lui coupera la tête, quoi. Voilà. Ludovic Miserolles, l'affaire Rose Keller, c'est le nom de ce tome 1 des Crimes du Marquis de Sade. On passe à la suite. Le manuscrit des damnés de Mathieu Bertrand. Alors je vais aller assez vite. On a créé une collection qui s'appelle la collection noire. Cette collection noire est un fourre-tout de qualité de tout ce qui est noir. Et on a de la chance de préparer pour l'année prochaine. Donc on a Hervé Gagnon qui nous a rejoint, donc le Canadien. Et puis j'ai eu le plaisir d'envoyer un contrat à Glenn Cooper
Alors Glenn Cooper, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quand même celui qui a écrit le livre des morts. Plusieurs best-sellers dans le monde, traduits je crois aussi en 25 langues, et qui nous a rejoints. On a beaucoup de chance d'avoir Page Coman, c'est-à-dire Yann Manouk. Moi, je suis à Lyon, hein, j'ai commencé dans ma chambre. Hervé Gagnon, et maintenant Glenn Cooper, qui m'écrit de New York en me disant « Je veux travailler avec vous ». Je suis super content. Et donc, cette collection noire, on l'a fait monter en qualité. Et on a repris un livre avec Mathieu Bertrand qui écrit plutôt des polars ésotériques. C'est quelqu'un qui connaît bien ce milieu, qui aime bien le milieu de la franc-maçonnerie, et on a de la chance que ça se passe aussi. C'est un peu comment dire, ça se passe aussi à la cathédrale Notre-Dame, là, qui va être rénovée. Cathédrale de Saint-Denis, et on voyage dans une enquête pour rechercher un manuscrit qui... c'est à la Dan Brown, en fait. C'est le français qui a écrit à la Dan Brown, mais qui a son public. Donc, le manuscrit des damnés, un peu le Dan Brown des éditions M+. On a le plaisir de faire rentrer dans la collection noire. La collection noire, je précise quand même le leitmotiv de la collection noire. Recommandé aux amateurs de sensations fortes, collection noire pour vos nuits blanches. Notre but, vous empêcher de dormir. Et c'est aussi dans cette collection que paraît un autre roman que vous nous présentez, de Didier Fossé. Didier Fossé, c'est un auteur lyonnais. Il en est à son 10e roman. C'est un ancien flic de la BAC. Normalement, il sait comment ça se passe. C'est vraiment très noir, pour le coup, parce qu'il a enquêté toute sa vie dans le dark web. Alors, je vois derrière moi, ce qui est le dark web, c'est... Faut lire ce livre-là pour savoir ce que c'est. Son idée, ça dépasse souvent la fiction. Hein. C'est quelqu'un qui va appâter des jeunes filles dans les nuits parisiennes glauques et qui va les enlever et les torturer et vendre ses films sur le dark web aux enchères. Mais c'est bien écrit à sa façon, avec un côté assez véridique, parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie dans ce milieu-là. Alors, malheureusement, c'est très, très, très difficile, hein. Mais c'est bien romancé. Le titre, Ereb, de Didier Fossé. Et alors, un dernier livre qui est très différent, Apprends-moi le dessin. C'est une série, et donc là, c'est le nouvel opus. J'ai dit tout à l'heure qu'on faisait 2 genres littéraires, le roman et le polar et le noir. Les rencontres ont fait qu'on a créé une collection sur Apprends-moi le dessin. Donc au départ, c'était les bases du dessin, après la BD, ensuite le manga. Et là, on a mis 2 auteurs pour monter en qualité, un grand dessinateur qui est... j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle Geoffroy. Anthony Geoffroy, qui est un grand caricaturiste. Il est invité dans le monde entier pour faire des caricatures sur des salons. La pédagogie est faite par Philippe Brocard, qui est un ancien, quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les enfants. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de parler maintenant de l'heroic fantasy, c'est-à-dire les dragons, les fées, les châteaux, et toujours avec les bases du dessin, plus la pédagogie sur tout ce qui est heroic fantasy. Voilà, c'est un livre cartonné qui va faire 21-29 7. Et c'est une collection qu'on suit. Il y a encore des suites. Donc, Apprends-moi le dessin, Heroic Fantasy de Philippe Brocard et Anthony Geoffroy. Pour le coup, qui sort en fin septembre. Fin septembre, là vous avez patienté. Non, il n'y a que 2 titres qui sortent au début juillet parce qu'il fallait vraiment économiquement que... Oui, c'est ça. On reçoit des questions notamment de journalistes qui demandent à quelle adresse demander les services de presse, notamment pour vos livres, Marc Dutheil. Alors sur notre site internet à presse@mplusedition.fr. Les services de presse pour les chroniqueurs vont bientôt arriver parce qu'ils vont recevoir le roman définitif. Et pour les libraires, il y en reste encore une centaine en épreuve non corrigée. En même temps, il est très corrigé.
Jérémy M, comment on peut recevoir vos livres si on est journaliste, les services de presse? On peut faire passer par Livre Hebdo d'habitude, c'est un peu comme ça que les choses tournent. Mais sinon, sur contact@lepenseur avec un A, lepenseur avec un A.com. Voilà. Et Véronique Par le site aussi. Très bien. Alors pour finir, parce qu'on reçoit nous aussi 3 manuscrits par jour, et Yann Manouk avec Gérard Coquet, le pari c'était de dire, moi je suis connu, si j'envoie Albin Michel, il va me répondre. Albin Michel a répondu au bout de 3 mois, ils ont ouvert le mail, et au bout de 2 heures, ils ont dit que ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale. Nous, on ne savait pas qui c'était. Il l'a envoyé à pas mal d'éditeurs. Moi, mon comité de lecture a mes best-sellers en vue, et c'est vrai que son premier livre s'est très bien vendu. Et j'ai décroché tout de suite mon téléphone pour les appeler, ça s'est bien passé. Mais pour vous dire qu'on reçoit énormément, et Albin Michel, c'est pas leur tirer la pierre. À mon avis, ils peuvent pas tout lire. Donc vos critères à vous, c'est aussi le monde qui s'arrête. Il y a ça aussi, mais on a vraiment de la chance d'avoir déjà 3 auteurs très connus. Et l'idée, c'est d'en avoir une vingtaine très connus, pas plus. Et vous avez en plus, je crois, baissé votre nombre de parutions par an. Oui, mais on est déjà beaucoup, c'est 2 par mois, ce qui est énorme pour nous. Et ça fait monter en qualité. Mais vous savez, c'est très très difficile. On peut recevoir quelque chose, tiens, ça parle de Poudlard, des sorciers, c'est quoi cette daube? Donc il faut bien connaître son comité de lecture, parce que vous avez des gens qui ne vont pas aimer un genre littéraire, et pourtant, c'est très bon. On a eu le cas avec Ereb. Quelqu'un qui m'a dit, mais moi, c'est quoi cette daube? Et puis on lui a dit, non, mais il a des prix littéraires à la clé, c'est quelqu'un de connu. Il commence à être connu, et en fait, c'est pas ton genre littéraire, c'est tout. C'est difficile. Littérature de genre, les éditions M+, qui fêtent leurs 5 ans et demi. Voilà, 6 ans au mois de juin, donc je triche un peu dans 6 jours. Merci Marc Dutheil, merci Véronique Cardy, merci Jérémy M. Et merci Élodie Murzi pour votre accueil. On retrouve ce webinaire, donc je le rappelle, dans le podcast de Livre Hebdo, Les Voix du Livre, sous la forme d'un épisode hors série et en replay sur YouTube, le YouTube de Livre Hebdo. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup.